Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Écrit. M la maudite, chapitre 21. En attendant le jour. Le cri que poussa la mère de Saïd en voyant le corps de son fils s'effondrer sur le sable de l'arène s'inscrit en moi pour le reste de ma vie. Je l'avais guidée avec sa fille à travers les galeries souterraines jusqu'à la zone médicale. Le visage de Nour fut le premier que je vis en approchant. Elle était à l'entrée de la cellule des médecins avec d'autres personnes. Je pouvais sentir l'inquiétude qui se dégageait d'elle à 10 mètres de distance. Personne n'arrêta la mère de Saïd sur sa route. Elle franchit le pan de tissu qui délimitait l'entrée de la zone des médecins. Nour attrapa doucement mon bras au passage sans rien me dire. Je n'avais jamais vu un tel regard peiné chez elle. Guidés par les râles, nous avions progressé entre les civières jusqu'au fond de la cellule. Là, beaucoup de gens étaient affairés autour d'un lit. Le père de Saïd apparut, le visage livide. Il marcha vers sa famille pour les prendre dans ses bras. Sa femme le repoussa, cherchant à voir ce qu'il se passait sur la civière. Mon père se tenait là près d'elle. Il nous prit dans ses bras, la sœur de Saïd et moi. Alors l'attroupement autour du lit se dissipa et nous avions pu constater le triste spectacle. Saïd était allongé sur le dos, sa main blessée posée sur son ventre. Les médecins avaient déjà commencé leurs soins, mais on pouvait voir que la plaie n'était pas normale. Les bords de la coupure étaient retournés et noircis comme du papier brûlé. Un liquide grisâtre suintait hors de la blessure. Saïd suait beaucoup. Son corps était secoué par des spasmes à intervalles réguliers et il laissait échapper des grognements de douleur. Devant l'agonie de son fils, la mère de Saïd se dégagea de l'étreinte de son mari et se rua à son chevet. Elle était là, complètement hagarde, ne sachant pas où regarder ni même si elle pouvait le toucher. Une médecin arriva et ordonna à son équipe de se concentrer à nouveau sur la civière. Ensuite, elle se rapprocha de nous et nous indiqua un espace à l'écart où l'accompagner pour qu'elle puisse nous expliquer la situation. « Écoutez, on n'a jamais vu ça », nous dit-elle dans le sas où nous nous étions retrouvés hors de la zone principale. Je m'étais assis sur un banc installé là avec mon père et la sœur de Saïd. Ses parents à lui avaient préféré rester debout. La physicienne se passa une main sur la bouche et le menton, l'air de chercher ses mots. De prime abord, ce que je peux dire, c'est que ça ressemble à un empoisonnement, mais je ne vois vraiment pas quelle substance peut donner ce genre de réaction. Dans l'immédiat, il faut stopper l'infection. On ne sait pas encore si la diffusion du poison est rapide ou lente, il faut aller vite. « C'est la faute de ce sale gamin !» grogna la mère de Saïd entre ses dents. Son mari eut un geste vers elle, qu'elle repoussa violemment d'un coup d'épaule sans même le regarder. Ses yeux étaient braqués sur la médecin. S'ils avaient pu, ils auraient craché des flammes. Celle-ci se pinça les lèvres avant de répondre avec prudence. « Je ne peux rien attester, mais j'ai des suppositions. » Elle parlait à voix basse, cherchant à apaiser les humeurs. « Ce n'est pas mon rôle de tirer des conclusions sur ce qu'il s'est passé. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'au vu de l'état de la blessure, peut-être que la lame utilisée pendant le combat a été préalablement imprégnée de quelque chose et que c'est ce quelque chose qui est responsable de l'état de votre fils maintenant. Le responsable, c'est cette espèce de lâche qui a tenté de tuer mon fils en mettant ce produit sur sa lame. » La voix de la mère de Saïd roulait dans son poitrail comme le grognement d'un chien. Après un court silence, son mari demanda, la gorge nouée. « Est-ce que vous savez s'il va s'en sortir ?»« On va tout faire pour, » lui répondit la médecin. « À l'heure actuelle, je ne peux encore rien vous garantir. Je ne sais pas comment la situation va évoluer, s'il aura des séquelles. C'est beaucoup trop tôt pour le dire pour l'instant. » Les genoux du père de Saïd fléchirent. Le mien se leva pour aller le soutenir. Sa mère, quant à elle, était inapprochable. Quiconque aurait avancé sa main vers elle à ce moment-là, cela serait fait déchiqueter. La médecin nous adressa un hochement de tête désolé avant de retourner près de la civière où Saïd souffrait toujours. Je me sentais en état de choc, incapable de pleurer, de penser, de rien. Mes pieds avaient recommencé à marcher pour suivre les autres, mais il n'y avait eu aucune décision de ma part. Plusieurs membres de l'organisation des Jeux nous arrêtèrent alors que nous étions encore dans la zone médicale. Tout à coup, je remarquai que la mère de Saïd, qui nous suivait de loin, n'était plus derrière nous. Elle s'était éclipsée discrètement. Son mari s'en rendit compte aussi et, l'air de rien, pour ne pas alerter les autres, il nous envoya, sa fille et moi, la retrouver. Nous n'avions pas eu à la chercher longtemps. En poussant un rideau tout près, nous l'avions trouvée, seule, dans un sas isolé du reste de la zone médicale. « Prévenez-moi si quelqu'un arrive », nous ordonna-t-elle avant que nous puissions la rejoindre. Sans aucune négociation, nous étions restés devant l'entrée du sas jusqu'à ce qu'elle vienne. Ça n'avait pas duré longtemps. Elle était ressortie de là, cachant quelque chose dans les plis de sa tunique, et s'était éloignée à grands pas pour rejoindre son mari et mon père. Sa fille lui avait emboîté le pas directement.
Moi, j'avais juste eu le temps de glisser un regard par l'entrebâillement des rideaux pour voir l'intérieur du sas. L'espace était vide, plongé dans la pénombre. Il n'y avait rien à part un petit établi sur lequel étaient posés 2 objets longs et luisants. Je reconnus les épées qui avaient servi pour le combat. Après cet événement, Nour me donna congé. Elle m'autorisa à quitter le château quelques jours afin de pouvoir être proche de ma famille et de celle de mon ami. Saïd avait été transféré dans l'unité médicale de l'armée. Avant mon départ, Nour s'était engagée auprès de ses parents à veiller sur lui et à les tenir informés de toute évolution. Le cœur serré, j'avais fait le trajet seul jusqu'à chez mes parents. Heureusement, Printemps connaissait parfaitement la route. J'avais pu me laisser porter par le bercement de son pas lent à travers la campagne. En arrivant aux 3 sentiers, une profonde tristesse m'envahit, mais je n'avais pas réussi à pleurer. Le poids sur ma poitrine était trop lourd pour ça. Ma mère me prit directement dans ses bras lorsque je franchis le seuil de la maison. Ici aussi, l'ambiance était pesante. Mes frères, d'habitude débordants d'entrain, restaient silencieux et se tenaient la tête basse. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Le soir, nous étions allés avec ma mère chez les parents de Saïd pour leur apporter de quoi manger. Nous les avions trouvés en pleine dispute. « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» tempêtait le père de Saïd. « On ne va quand même pas le prendre ici. Les physiciens du château ont dit qu'ils s'en occupaient. Mais comment tu peux leur faire confiance ?» La voix de sa mère tremblait de fureur. Je ne l'avais jamais vu comme ça. « C'est à cause de l'un d'entre eux qu'il est dans cet état. On ne fait pas partie de leur monde. Si tu penses vraiment qu'ils veulent nous aider... » « Arrête, ne recommence pas. C'est toi qui es trop naïf. » En m'apercevant, la mère de Saïd poussa un couinement de détresse. Elle tendit vers moi un doigt tremblant. « Et elle, traîtresse, tu fais partie des leurs maintenant. Tu n'as rien fait pour le protéger. » Alors qu'elle s'avançait vers moi, les yeux exorbités, ma mère lui barra la route. « Ça suffit. Héloïse n'a rien à voir avec ça. Je comprends ta douleur, mais ne t'avise pas de reprocher quoi que ce soit à ma fille. S'il te plaît, ne repousse pas des gens qui t'aiment et qui veulent t'aider. » Comme si ma mère l'avait électrocutée, celle de Saïd se figea avant de pousser un profond cri de douleur. Elle fondit en larmes et disparut dans le couloir de leur maison. Le père de Saïd resta muet. Les contours de ses yeux étaient creusés et il semblait amaigri. Ma mère lui donna les provisions que nous avions amenées. Elle échangea quelques mots avec lui et nous étions rentrés chez nous. J'étais montée directement dans ma chambre sans prendre mon repas du soir, encore bouleversée par ce que je venais de voir. Ma mère essaya de me rassurer. Il n'y a rien de plus insupportable que de perdre un enfant. Parfois, les gens deviennent fous de douleur. Ce n'est pas contre toi qu'elle est en colère, mais contre le monde. J'entendis les propos de ma mère. Ils apaisèrent mon cœur à un endroit, mais à un autre, je savais très bien que j'aurais pu essayer de faire quelque chose. Le lendemain matin, alors que nous venions à peine de nous lever avec mes parents, la sœur de Saïd vint tambouriner à notre porte. Mon père lui ouvrit et elle entra comme une furie dans notre pièce principale. « Vous ne savez pas où est ma mère ?» Sa question nous surprit tous. « Mon père est parti la chercher depuis plus d'1 heure, j'ai peur qu'elle soit allée dans la montagne. » Mon père invita la sœur de Saïd à s'asseoir à notre table. Il nous servit un verre d'eau à chacune. Elle prit quelques instants pour retrouver son calme avant de nous expliquer. « Hier soir, après votre départ, ça a à nouveau éclaté à la maison. Ma mère a commencé à reprocher à mon père de ne rien faire et elle a dit qu'elle voulait aller à la montagne pour trouver des solutions. »« Quelles solutions ?» demanda mon père. « Je n'ai pas trop compris. Apparemment, il y aurait une genre de rebouteuse qui vivrait là-bas, par-delà nos frontières. Ma mère s'est mis en tête d'aller lui demander de l'aide. »« Oui, j'ai entendu parler d'elle, » assura ma mère. « Il paraît qu'un homme a retrouvé la marche grâce à un remède qu'elle aurait fait. »« Oui, c'est ce qu'elle a dit hier soir. » Mes parents restèrent interdits quelques secondes. Je les vis échanger un regard, puis mon père prit la parole. Il parla à la sœur de Saïd de sa voix douce pour la rassurer. « Tu sais, le désespoir peut nous faire espérer en des choses impossibles ou peu réalisables. Si ta mère est allée voir cette rebouteuse, si rebouteuse il y a, elle reviendra et peut-être avec un remède à essayer. Peut-être que d'ici là, les médecins auront aussi quelque chose à proposer. Je ne sais pas. La seule chose qu'on peut faire, pour l'instant, c'est attendre d'en savoir plus. » La sœur de Saïd avait l'air exténuée, comme si elle n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Mes parents lui proposèrent de rester chez nous pour ne pas être seule. Elle s'installa dans mon lit pour se reposer et dormit une grande partie de la journée. En fin d'après-midi, son père vint à son tour frapper à notre porte. Il était exténué après avoir passé la journée à chercher sa femme dans la campagne. Je suis allée jusqu'aux limites de notre territoire, mais je n'ai pas pu continuer. Il y a une immense cascade qui barre la route. J'ai essayé d'emprunter un sentier le long de la roche, mais il nous montra les traces de griffures sur ses jambes. La fin de sa phrase se brisa dans sa gorge et il éclata en sanglots.
Mon père posa une de ses mains sur sa cuisse pour lui témoigner son soutien. Il y eut un long silence ponctué des pleurs de cet homme que j'avais toujours connu droit et robuste. Mes parents l'entourèrent. Il resta manger le soir chez nous avec sa fille avant de retourner chez elle. Une nouvelle nuit tomba sur notre campagne. De temps en temps, dans le silence, j'avais l'impression d'entendre encore ses sanglots résonner dans la maison. La journée suivante démarra comme toutes les autres depuis la finale. J'ouvris les yeux et l'immense poids qui m'accompagnait depuis maintenant une semaine s'abattit sur ma poitrine. L'été arrivait avec ses chaleurs et il y avait des choses à faire à la maison pour préparer les récoltes. Je m'étais alors préparée pour aller au champ. Mes frères m'y avaient accompagnée. Comme d'autres voisins et voisines, nous nous étions proposés pour prendre soin des parcelles de la famille de Saïd. Nous avions travaillé tous ensemble jusqu'en milieu d'après-midi. À mon retour chez mes parents, l'atmosphère était toujours aussi lourde. Je n'avais pas pris le temps de me poser et étais directement sortie derrière la grange avec l'arc que mon père m'avait offert. Le terrain d'entraînement qu'il avait aménagé pour Saïd n'avait pas bougé. Les cibles étaient toujours accrochées au mur. Je pris une flèche du carquois que j'avais à l'épaule pour tirer un trait net dans la première planche en bois accrochée sur la palissade. La flèche partit en un souffle sec. J'en tirai une autre, une troisième, une quatrième. Quand le carquois fut entièrement vide, je partis récupérer mes flèches sur les cibles pour recommencer. Puis à nouveau, et encore à nouveau. À mesure que le carquois se vidait, je sentais la boule de tristesse que j'avais sur le cœur monter dans ma gorge. Sans même que je ne les remarque, des larmes sortirent de mes yeux et troublèrent ma vue. Je les essuyai d'un revers de manche pour viser à nouveau, mais impossible. Le flot qui coulait ne voulait pas s'arrêter. J'avais tiré coup sur coup l'ensemble de mes flèches avant de m'asseoir pour exploser en pleurs. J'étais restée là un bon moment, le corps secoué par mes sanglots. Peu à peu, ils s'espacèrent et je pus reprendre une respiration normale. C'est alors qu'une puissante colère monta dans mon ventre. Je m'étais saisie d'une épée limée laissée dehors pour commencer à donner des coups dans un tronçon en bois planté à la verticale dans le sol. J'étais devenue une boule de nerfs, sans plus aucun contrôle sur mon corps ni sur mes émotions, uniquement bonne à tailler un bout de bois en pièces. Ce massacre dura un bon moment. J'étais épuisée de fatigue à cause de mes pleurs et mes dernières forces me quittèrent dans mon défoulement. Éreintée, je m'étais appuyée contre le rondin en bois quand j'entendis des pas se rapprocher. Nour était là. Elle avançait vers moi d'un pas tranquille. « Ça t'a fait du bien ?» me demanda-t-elle en désignant les flèches plantées çà et là dans le mur et les lacérations dans le bois. « Oui. » Elle tendit sa main vers mon épée pour que je la lui donne, puis elle passa son doigt sur le tranchant de la lame. « Je suis venue vous donner des nouvelles de Saïd. » Elle me regarda dans les yeux. « Tes parents sont déjà au courant. C'était eux qui m'ont dit que je te trouverais ici. » Épuisée, j'étais restée silencieuse, attendant la suite de ce qu'elle avait à me dire. Ton ami réagit bien aux premiers soins. Son état a l'air de se stabiliser. Ma gorge se serra. Il faudra encore plusieurs semaines pour voir de réelles améliorations, mais les médecins pensent qu'elles sont sur la bonne voie. Qu'est-ce que vous avez fait d'Hector ? Nour me fixait toujours. Il a été arrêté. Il devra sans doute passer devant le conseil du duc quand on en saura plus. Et pour les jeux, qu'est-ce qui s'est passé ? La compétition classique s'est terminée il y a 2 jours. Les gagnants et gagnantes ont pu assister au banquet de clôture. Rien à signaler de ce côté-là. Il y eut un silence entre nous. Nour reprit sa marche sur la terre battue du terrain. « C'est ici que vous vous entraîniez ?»« Oui. » Elle ne dit rien, mais sa tête eut un petit rebond d'approbation. Toujours sur son rythme, elle revint vers moi pour me redonner l'épée. « Dis-moi, je pensais à ça en venant ici. Ça te dirait que je t'entraîne au combat ? Bon, tu sais déjà manier les armes, et en tant qu'écuyère, ça pourrait être bien que je renforce un peu ta technique. S'il y a besoin, et si tu es d'accord. » Elle se tut en attendant ma réponse. J'avais l'impression de fonctionner au ralenti et il me fallut un petit temps pour comprendre sa proposition. « Oui, je voudrais bien. Très bien. Prends le temps qu'il te faut ici pour passer des moments en famille et à ton retour on réfléchira avec Bren à ton nouvel emploi du temps. Mais en attendant, est-ce que tu aurais envie de faire quelques passes ce soir, s'il te reste un peu d'énergie ?» La proposition de Nour me fit sourire. Je voyais bien qu'elle essayait de me divertir et son attention me toucha. « Oui, d'accord, pourquoi pas. » Sans plus attendre, elle attrapa un long et fin bout de bois qui traînait au sol et se mit en garde. « Allez, montre-moi ce que tu sais faire. » Nour attendit que j'attaque. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé l'épée, et je fus agréablement surprise de sentir que mon corps reprenait facilement ses marques. Je me mis en position et le calme s'installa en moi. Le métal de mon arme claqua sèchement contre le bout de bois de Nour. Elle recula d'un pas chassé, soulevant un peu de poussière du terrain, et je l'imitai. Le métal claqua une nouvelle fois. Au fur et à mesure, je sentis les tensions de mon corps se relâcher.
Le poids sur ma poitrine s'apaisa tout le temps où mon attention se focalisa sur autre chose. Nour ne me reprit à aucun moment. Elle me laissa simplement profiter de l'échange comme d'un jeu. Parfois, elle feintait pour me surprendre. D'autres fois, j'essayais un coup qui arrivait dans la poussière, mais c'était sans importance pour l'instant. Et nous avions pu profiter de ce moment comme ça, jusqu'à ce que la lumière orangée du soir se teinte des premières nuances de la nuit. Fin de la première partie.